Donc, le premier exercice, ça va être le code d'Alexandre, en fait. C'est une méthode qu'on a exposée hier en recensement phonique. Donc, normalement, dans le répertoire, c'est dans le répertoire de l'école intensive, il y a un lien sur répertoire notebook. Dans jour 4. Jour 4. Je ne sais pas le même. Ok. Et ça devrait être, c'est quel notebook? Le deuxième, donc Detecting Animals Serial Imagery. Ok. Donc, si on vous double-cliquez sur le fichier, ça ouvre. Donc, voilà. Et vous devriez avoir quelque chose de similaire par la couleur. Oui, c'est en blanc. Est-ce que tout le monde a ouvert? Quelqu'un a un problème? Okay. Je pense que vous êtes tous familiers avec Colab, il y a déjà une formation. 8. Il faut se connecter en premier, c'est le bouton en haut à droite. Ici, oui. Mais ne doivent pas le faire directement sur le même. Ouais, il faut faire une copie. Normalement, vous avez... il y a un bouton qui devrait apparaître à droite de texte. Ah ouais, mais je dois le faire, je dois le partager. Hein. C'est pas ça que tu m'as dit? En lecture seule ou en train de ça? Non, c'est correct. Ouais, mais le en lecture seule. Tu fais comment ça? Dans le fichier original. Ici? Ouais, le bouton de droite. Get link. Puis là, tu mets lecteur. Donc là, normalement, à côté du bouton texte, là, on ne voit pas parce que Alexandre est propriétaire, mais ici, il doit avoir un bouton copier le notebook. Est-ce que vous voyez? Okay. La première étape, c'est de cliquer sur copier. Ça va vous créer une copie personnelle du notebook. qui vous permet de sauvegarder vos propres installations. Donc, ça va être renommé copy of, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, vous pouvez vous connecter sur une instance. Donc, le bouton connecter. Ouais. Et ensuite, il faut vérifier qu'on a un GPU. Donc, c'est dans... C'est la première cellule ici. Ouais, ok, il y a une cellule pour ça. Ok. Voilà, ça vous donne le nom de la carte puis la mémoire. Il faut un GPU, c'est sûr. Sinon... Pareil pour tout le monde. Tout le monde a un GPU. Franche matin, ça devrait être bon. Ok, bah tu peux... Nickel. Ouais, du coup, West Notebook, c'est un peu pour appliquer ce que je vous ai présenté hier, en février. Donc, ici, vous avez le plan, si vous voulez voir un peu. Donc, ici, vous avez le sommaire. Vous cliquez ici. D'abord, on va installer donc, le package et toutes les dépendances qu'on a besoin. Ensuite, je vais montrer comment on génère les patchs avec un exemple visuel, comment on entraîne FasterRCNN, donc, notamment avec la notion de fixer l'aspect stochastique, etc., comme Samuel vous en avait parlé hier. Construire vos datasets, data loader, le modèle. Ensuite, on va évaluer donc, un modèle que j'ai pré-entraîné et que vous allez pouvoir télécharger, donc les paramètres déjà entraînés pour faire une évaluation pardon, sur le jeu de test. Et donc, à l'intérieur de ça, on va calculer les métriques et tracer les courbes de précision recall. Et enfin, je vais vous montrer un peu donc, une approche. En fait, dans le code, j'ai développé donc une manière de fonctionner avec des fichiers de configuration. Celui-là, on en a parlé aussi hier.
Là, c'est beaucoup plus simple et vous avez qu'à modifier un seul fichier. Vous pouvez facilement donc lancer des expériences. Et j'utilise notre librairie qui s'appelle Hydra. Et cette librairie-là permet par exemple de, si vous voulez tester différents batch size ou learning rate, ben, vous pouvez renseigner donc différentes valeurs et la librairie va s'occuper elle-même de créer toutes les combinaisons possibles. Donc c'est assez utile et vous verrez qu'un dossier va se créer dans votre environnement nommé output et là-dedans à chaque fois la librairie elle va créer un fichier avec la date à laquelle vous avez lancé le run, l'heure et l'ID du run. Ça permet de simplement avoir une trace de toutes les expériences que vous avez fait sans vous en mêler les pinceaux. Et alors, ben, ça, c'est lié aussi donc à Weight and Bias. Ça, je ne sais pas si on vous avait dit qu'il fallait vous inscrire ou pas avant. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez cliquer ici sur le lien que j'ai mentionné. Vous allez tomber sur une page comme ici. Et vous cliquez simplement ici en haut sur Sign Up. Et ben, vous renseignez votre adresse mail et un password. Et puis, aussi directement. ou avec ouais, Google ou GitHub. Oui, salut Alexandre, j'ai une question. Oui. Est-ce que là sur le site Welcome to Weight and Bias, je dois créer un compte obligatoirement? Oui, oui, c'est la seule façon d'enregistrer les métriques en fait. Il faut un compte avec une clé, donc il faut créer un compte. Ok. C'est un compte, c'est gratuit, hein, donc il n'y a pas de problème. Le but, au fait, c'est quoi? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Oui. Le but, c'est de loguer. C'est un système qui permet de loguer les métriques à distance. Donc, ça enregistre pendant que l'entraînement se fait, ça sauvegarde les métriques sur un site, sur un serveur. Ouais. Et ça permet, comme on voit sur l'écran, là, Oui. ça te permet de consulter les métriques au fur et à mesure de l'entraînement. Est-ce que moi-même, bon, je sais, ben, c'est une question là. Est-ce que moi-même, vu que c'est en développement, est-ce que moi-même je ne peux pas l'enregistrer localement et voir d'abord la pertinence, si ça fit bien avec mes a priori pour que je puisse, avant de pouvoir le mettre sur le site, ou bien il y a interaction entre le métrique, bon, c'est sûr qu'il y aura interaction entre le métrique et mes codes. Je ne sais pas. Il y a la possibilité de mettre ça offline. Il n'y a pas de synchronisation. Mais je pense qu'il te faut quand même un compte. Sinon, on peut montrer dans le code, je pense qu'on peut mettre ça à off. Est-ce que c'est possible? Weight and Bias? Ouais. Bah, de toute façon, en fait, je vais vous montrer une première partie où on ne l'utilise pas, c'est juste la partie avec les fichiers de configuration. Ouais. Mais si tu n'as pas envie de créer un compte maintenant, ben, je pourrais montrer, je projeterai mon écran, enfin je partagerai mon écran et je montrerai ici pendant l'exercice ce qui a été ploté dans l'application. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut un numéro de compte quand même. Ouais. Mais de toute façon, on peut continuer au moment où on tombera sur la partie logging, on pourra changer. Ok. Correct? Ok. Voilà, si vous avez tous pu créer votre compte, bon, on va commencer. Donc, les premières étapes, on va d'abord télécharger le code donc, qui est sur
GitHub. Voilà, d'abord le voir. Baisser la lumière un petit peu. Donc voilà, ça c'est le code. Donc la librairie, je l'ai appelé Animaloc pour localisation d'animaux. Là, vous avez tout le code qui va se télécharger automatiquement sur votre environnement dans Google Colab. Et puis les fichiers de configuration que je vous mentionnais se trouvent ici. En fait, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à ceci. Et en fait, vous allez voir que vous avez tout un tas de variables qui va nous permettre de, par exemple, définir le modèle, les datasets, les augmentations de données que je vous ai mentionné hier, donc comme le blur et le changement de luminosité, de contraste, pour pouvoir détecter donc les individus en zone d'ombre et en zone floutée. Et aussi ici, tous les paramètres de l'entraînement, donc notamment ici les hyperparamètres, donc le batch size, le learning rate, le weight decay, le scheduler pour le learning rate. Donc ça aussi, Samuel en a parlé hier. Ici, on va utiliser un automatique qui permet donc sur base du calcul de la loss ou d'une métrique sur le jeu de validation, automatiquement, quand on va atteindre un plateau pendant X époque, le learning rate va automatiquement diminuer, ce qui permet de ne pas rester bloqué dans des minimums locaux. Voilà, et après, là, donc on sait aussi spécifier le type d'algorithme pour réassembler les images. Donc ici, je l'ai appelé FasterCNN, parce qu'il est typique pour FasterCNN, et l'évaluateur qui va nous permettre de calculer les métriques. Mais tout ça, je vais vous présenter plus en détail maintenant. Donc pour télécharger le code, vous lancez juste ici la petite cellule. Ça va vous le télécharger automatiquement dans votre environnement ici, et ça va aussi l'installer automatiquement. Donc voilà, normalement ça va assez vite. Et maintenant, vous pouvez voir ici, vous avez un fichier avec donc toutes les dépendances qu'on va pouvoir lancer ici avec cette seconde cellule. Et là, voilà, il va aller installer donc tous les packages nécessaires et leur bonne version donc nécessaire au bon fonctionnement de la librairie. Donc ça devrait mettre quelques dizaines de secondes. Et en fin d'installation, vous allez voir qu'il y a un bouton qui va apparaître et qui va vous demander de redémarrer l'environnement d'exécution. Donc tout simplement, cliquez sur le bouton, ça va se faire automatiquement et puis on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Voilà, donc normalement en fin d'installation, vous obtenez ceci. Donc le bouton dont je vous mentionnais, c'est celui-ci. Et cliquez simplement dessus. Cliquez ensuite sur Yes et sur Oui. Et là, il va redémarrer l'environnement d'exécution pour bien mettre à jour toutes les dépendances qu'on vient de réinstaller. Donc ça va permettre d'utiliser les bonnes versions des différents packages. Excuse-moi, Alessandre, j'ai encore une question. C'est à cette étape, c'est comme si il fait update des librairies tout qui sont à jour maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pour en fait installer les versions
que moi j'ai utilisé pendant que j'ai développé le code et pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit et que le code fonctionne correctement. Donc là, en fait, il va désinstaller les versions qui sont de base installées sur Google Colab. Et il va donc, réinstaller les versions que moi je lui demande. Je ne sais pas si vous avez tous réussi à pouvoir installer les dépendances. Ouais. Du coup, ici, donc pour ceux qui ont créé un compte, vous pouvez donc vous loguer sur Weight and Bias. Donc, vous cliquez simplement donc, à nouveau sur la cellule. Et là, il va vous demander donc, de cliquer ici sur un lien qui va vous permettre de pouvoir aller y renseigner votre clé. Donc, vous tombez sur une page comme ici. Et vous allez voir qu'il y a un petit bouton. Donc, si vous mettez dessus ici pour copier-coller. Hop. Et après, vous cliquez simplement ici dans la sortie et vous collez votre clé. Et comme ça, vous êtes connecté à Weight and Bias. Ça permet de relier en fait, donc, votre environnement Colab à l'interface qui va vous permettre de pouvoir loguer vos métriques et vos losses. Et quand ça c'est fait, ensuite vous pouvez lancer directement le téléchargement des données. Pardon. Et donc ça va vous permettre de pouvoir télécharger donc, les images en taille réelle pour le jeu de validation et le jeu de test. Donc pour rappel, c'est des images drones qui possèdent donc 6 espèces de grands mammifères, donc éléphants, buffles, plusieurs espèces d'antilopes, cob, topi, cob à croissant et phacochère. Pour pas que ça prenne trop de temps, j'ai au préalable déjà subdivisé les images d'entraînement en patch. Donc vous allez voir en fait dans le dossier qui va être créé, dans le dossier train, mais en fait c'est déjà les patchs de 512 sur 512. Mais je vais quand même vous montrer donc ici un exemple et après sur une image. Comme ça vous allez pouvoir voir l'overlap que j'ai créé de manière à, comme j'expliquais hier, être sûr d'avoir au moins dans un des patchs l'animal dans son entièreté. Donc c'est à nouveau le téléchargement de données, ça met environ une petite minute. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Parfois, ça met un message d'erreur. Ouais, là, tant mieux. Oui. Ça a été plus vite que prévu? Oui. Moi, ça... Ouais. Ça prend quoi, 10 secondes? Moi, ça a mis une minute, mais 5 secondes. Et ici, tu avais combien de mégabytes par seconde? 260. Ah, ok. Ah, ouais, c'est chanceux. C'est pour ça. Sur une instance. Ouais. Bien situé. C'est ça, ouais. C'est sûrement un bon CPU, GPU. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller voir ici dans votre environnement qu'il y a un dossier data qui a été créé. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a les 3 dossiers qui contiennent donc les images. Pour le test, c'est les images entières. On peut en ouvrir une si vous voulez. Ça va peut-être mettre trop de temps parce que c'est assez gros. C'est pas grave. Et donc pareil pour le jeu de validation. Parce qu'on va valider sur les images entières, puisque c'est l'objectif qu'on veut aussi donc, dans l'utilisation de notre modèle, c'est de pouvoir utiliser le modèle sur des images entières et non pas que sur des patchs. Et dans le dossier ici d'entraînement, vous avez les pages de 512 sur 512. Ici, les 3 fichiers que vous voyez .csv sont les annotations. Donc, on va en ouvrir un. Donc c'est un fichier CSV qui possède, ici, comme vous le voyez, en colonne, 6 colonnes. Une première colonne avec le nom des images, les coordonnées des boîtes, donc avec le coin supérieur gauche, les coordonnées du coin supérieur gauche de la boîte et du coin inférieur droit. Et enfin, vous voyez les ID qui font référence au label. Et donc aux différentes espèces, et du coup, ça va de 1 à 6.
0 étant la classe background implicite. Donc maintenant, je pense que tout le monde a pu télécharger les données. On va passer donc ici donc à un exemple donc de vous montrer comment on peut générer des patchs. Donc ici en fait donc j'appelle directement dans la librairie donc une clé qui s'appelle image to patches et qui permet de renseigner une image et ensuite à l'aide d'arguments de pouvoir aller la scinder en patch avec ou non un overlap. Donc normalement, si vous restez dessus, vous avez la documentation ici. Donc vous voyez que ça peut prendre soit un tenseur torche ou alors une image de la librairie pile. Un tuple qui vous permet de définir donc la hauteur et la largeur en pixels des patchs que vous voulez extraire et un overlap. L'overlap qui peut aller donc de 0, donc c'est-à-dire pas d'overlap et on scinde vraiment l'image de manière systématique. Et ensuite, ou alors vous pouvez renseigner donc en termes de nombre de pixels l'overlap que vous voulez sur les bords de chacun des patchs. Ici, je l'ai fixé à 160 pixels parce que je pense la taille maximale qu'un animal dans le jeu de données à 150-155 pixels. Donc j'ai arrondi à 160 pour avoir une petite marge. Et tout simplement, donc ça, vous créez une instance de cette classe, on va appeler patcher, et ensuite vous appelez donc la méthode de la classe qui s'appelle makePatches, et elle va vous retourner donc un ensemble de tenseurs qui sont les différents patchs. Et après, vous pouvez aussi donc ici appeler donc cette méthode show qui va vous permettre de voir visuellement l'output. Donc vous pouvez cliquer sur la cellule pour avoir la représentation visuelle. Donc là, vous voyez que sur une image c'est peut-être possible qu'il faut le relancer 2 fois, ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, pour afficher le plot. Et là, vous voyez qu'avec une image de 24 mégapixels, avec des pages de 512 sur 512 et l'overlap de 160, on obtient un nombre de pages de 187 par image. Voilà. Comment vous allez obtenir ceci. Donc ça, c'est les 187 pages qui ont été produites. Vous pouvez voir, par exemple, ici, on voit bien l'overlap parce qu'on voit ici que cette portion de l'image se retrouve ici aussi dans cette image-ci, et idem ici sur les bords inférieurs. Et vous voyez qu'en bord d'image, comme il y a un overlap, on se retrouve avec des patchs. Donc ils font toujours 512 sur 512, mais on est légèrement sorti d'image de manière systématique. Et du coup, là, pour ne pas perturber mon entraînement, je remplis juste de 0 les 3 bandes RGB. Je mets des valeurs à 0 qui ici apparaissent en gras. Est-ce que si on veut supprimer ces images de façon manuelle, si on va dans le dossier, Ouais. Est-ce qu'il y a des ID pour les retrouver facilement et les supprimer, si on veut les supprimer manuellement? Donc en fait, et ça je vais ici le présenter maintenant, mais j'ai créé un outil qui permet par ligne de commande de directement scinder tout un dossier d'images. Donc tu renseignes juste en fait le chemin d'accès vers ton répertoire qui contient tes images donc en taille réelle. Et il va aller tout scinder les images, il va aller enregistrer les patchs et les renommer avec les ID qui vont de 0 à 186. Et il y a en fait, c'est le même nom d'image avec un underscore et l'ID du patch. Et l'ordre, c'est comme ça. De gauche à droite et de haut en bas. En fait, on peut regarder. J'ai une question. Cette subdivision des photos en tuiles, moi j'ai l'habitude de le faire avec Ecognition, mais et je ne sais pas si le but ici, c'est de pouvoir faciliter le travail pour que de ne pas trop donner une grosse l'image et l'ensemble de la photo à la mémoire, ou bien de réduire
ou bien l'autre approche, ce qu'on veut avoir, c'est de réduire le traitement sur les tuiles. Parce que c'est ce que moi je fais quand je travaille avec Ecognition, quand je prends des images à très haute résolution pour ne pas lui donner toute l'image en même temps et surcharger la mémoire de mon ordi. Donc, moi, je le subdivise. C'est moi-même qui définis on peut le faire plus petit, plus grand. Ça dépend de la résolution de mes images. Est-ce que c'est le même but en faisant ça? Et ici, donc, le premier Fait de objectif, subdiviser c'est de, l'image en tuile comme ça, oui. c'est de garder la résolution pour Oui, l'original de l'image et aussi pour ces soucis de mémoire. voilà. Euh, Ici, tu vois qu'on a un GPU moi, je suis tombé sur un GPU de 14-15 gigas, Oui. mais développé donc ce code-là c'est en local sur un PC à l'université où j'avais 8 gigas de mémoire, Hmm. d'où les 512 pixels. Tu peux le Euh, réduire plus que ça, non? Tu peux, par exemple, en faire de petites tuiles, je veux dire, plus que ça. ouais, si je veux, oui. En fait, Ok, donc c'est comme je disais ici, si tu veux, tu renseignes ici en ok, deuxième argument dans la fonction, tu pourrais mettre par exemple de 56 sur 256. ok. En fait, si vous voulez, c'est vrai que vous pouvez tester différentes tailles si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Imaginons, on va mettre un overlap de 50. Vous relancez, vous allez voir le visuel, le résultat. Et là, bon, on voit qu'on est monté à 580 patchs parce que c'est normal, on a pris donc des patchs qui sont 2 fois plus petits. Euh, et voilà, donc oui, dans la fonction accepte en entrée dit C'est voilà. ça. Ok, ok, ça me rassure. Et est-ce qu'il y a aussi, donc il y a une autre classe, donc ici avec le deuxième, enfin l'outil par ligne de commande que je vais vous montrer, qui appelle une autre classe qui permet de, en plus de diviser l'image en patch, mais aussi de garder, de diviser aussi les annotations si vous voulez. Donc de aller réassocier, donc remodifier les coordonnées. Donc pour, imaginons que vous avez un animal ici, pour vous le montrer juste ici. Les annotations initiales sont dans le système de coordonnées de l'image initiale, donc de l'image en taille réelle. Eh bien, le code derrière prend en compte ceci pour en sortie modifier les annotations pour avoir l'animal ici dans le système de coordonnées, par exemple de ce petit patch ici. Et ça, si vous voulez aller voir, je pense que c'est... Je l'ai appelé annoter image, un truc comme ça. Voilà, je l'ai appelé comme ceci. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Normalement, j'ai décrit aussi les différents arguments qu'il faut renseigner. Et c'est en fait tout simplement un fichier CSV avec les annotations de l'image taille réelle. Et donc, pour me faciliter la vie, j'ai créé donc un outil par ligne de commande que j'ai appelé Patcher. Et ça va permettre quoi? De pouvoir renseigner un chemin d'accès, comme je disais tout à l'heure, vers un dossier qui contient toute une série d'images taille réelle. Ensuite, vous pouvez renseigner la taille du patch, donc hauteur-largeur, l'overlap, votre fichier d'annotation s'il y en a un, chemin d'accès vers la destination et aussi un paramètre que j'ai appelé vis qui est pour définir un seuil de visibilité en fait. Donc je pense que j'en ai parlé hier, mais quand on scinde des images, si l'animal se retrouve pile à l'endroit où l'image est divisée, il se retrouve alors dans 2 pages différentes. Mais parfois, dû à cette subdivision, on n'obtient plus qu'une petite portion d'animal qui ne nous permet pas visuellement de pouvoir dire que ce soit un animal ou alors de l'identifier. Et là, manuellement, on a un peu regardé à ça et on a vu qu'il fallait au moins 50% de l'animal pour pouvoir l'identifier et dire que c'est un animal. D'où ici, vous voyez le seuil que j'ai fixé à 0,5. Donc ça permet en fait pratiquement de après subdivision, toutes les boîtes qui représentent une surface qui est moins de 50%, celle de la boîte initiale, sont rejetées.
Et du coup, on considère alors ces boîtes-là comme du background pour les retirer du jeu de données. Comment sont prises en charge ici les bords de l'image ici, là, comme c'est des no data, comment c'est pris en charge ici? C'est des zéros. OK. Ouais. Si vous voulez un peu de documentation, donc ici, vous pouvez cliquer sur la première cellule et vous allez voir donc, le détail donc, des différents arguments et les arguments optionnels. Il y a aussi un autre argument que je n'ai pas dit, mais qui s'appelle All, qui permet, de, si vous voulez, sauvegarder tous les patchs et non pas que ceux qui contiennent les animaux. Donc, vous voyez ici donc, le chemin vers vos images, hauteur, largeur, l'overlap et le chemin d'accès vers votre dossier de destination. Donc ici, vous ne devez pas en créer. Donc j'ai mis une commande ici pour créer directement le dossier de destination. Et donc vous pouvez lancer ici cette deuxième cellule et les patchs vont se créer. Alors ici, normalement, j'avais mis une barre de progression qui permet de voir en fait l'exportation des patchs, mais je ne sais pas pourquoi dans Collab, elle ne s'affiche pas. Elle s'affiche quand l'opération est terminée. C'est un peu bizarre, mais... Et si vous téléchargez le code en local sur votre PC, normalement, ça devrait marcher. Ouais. C'est TQDM que tu utilises pour le calibre? Non, c'est une que j'ai fait moi-même, c'est peut-être ça aussi. Ah, ok. Mais c'est vrai que je pourrais la remplacer par celle-là. Ouais. Quelle version donne? Ouais. Pour TQDM. Enfin, déjà. Ouais, je pourrais le... Parce que de base, moi, je l'utilise en local et pas sur Collab, donc là, quand j'ai préparé ça ici, je me suis aperçu qu'il y avait différents trucs qui ne marchaient pas. Mais après, c'est pas majeur non plus. La majorité fonctionne. Donc là, je pense que ça va mettre 2 ou 3 minutes pour exporter les patchs. Et donc là, on va uniquement sélectionner les patchs qui contiennent des animaux pour l'entraînement. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais hier, vous savez, je vous ai parlé du hard negative mining, là, dont une méthode. Ouais, voilà, il vient de s'afficher. Donc là, je l'ai appelé buffer, mais en fait, il garde en mémoire toutes les annotations et tous les patchs, et maintenant, il va les sauvegarder dans le dossier de destination. Et donc, je parlais du hard negative mining, mais en fait, donc on n'aura pas le temps, mais comme je vous expliquais hier, on utilise un modèle entraîné qu'on va aller appliquer sur les images d'entraînement, mais cette fois-ci en taille réelle, pour aller extraire tous les patchs qui contiennent des hard négatives, donc c'est-à-dire des faux positifs, mais avec un score de confiance qui est très élevé. Et qu'ensuite, oui. Je n'ai pas bien compris la partie là. Est-ce que vous pouvez me... Oui. Donc, la méthode pour aller extraire les patchs où on a les avis. Oui. Donc, ce que je disais, c'était pour régler ce souci d'apprendre une grande variabilité de l'arrière-plan et de réduire les faux positifs. Quand on a, après une première étape d'entraînement du modèle, on a un modèle qu'on a entraîné sur des patchs d'animaux uniquement, donc qui contiennent uniquement des animaux. On va utiliser ce modèle-là sur les images taille réelle d'entraînement pour récolter les R négatifs. Et ensuite, ces R négatives, on va créer une 7e classe, comme je vous ai dit hier, qui s'appelle R négative class, et on va aller les mettre dans cette classe-là en entraînement. Le modèle pré-entraîné pour détecter les animaux, là, c'est clavier. Ouais, vous verrez, on va le télécharger après, parce que vous n'avez pas le temps, je pense que ça met 10 ou 12 heures à entraîner quand même. C'est pas long parce qu'il y a des modèles qui mettent bien plus de temps que ça. Bon, et s'il y a déjà un modèle comme ça qui détecte les animaux, que vous voulez détecter? Ouais. Ici, c'est pour vous montrer l'exemple du code, surtout si vous voulez l'utiliser chez vous ou sur d'autres cas d'application. Mais ici, j'en ai fait un très vite, je ne l'ai pas vraiment optimisé, donc il n'y a pas des super bonnes performances, mais c'est pour vous montrer l'exemple et vous montrer le... Ouais. Merci. Et si le 160, c'est le overlap, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le 0,5, ça représente? Donc, c'est ce que je disais, c'était le seuil de visibilité des boîtes. Donc, après avoir scindé l'image réelle en patch, il y a certains animaux qui se retrouvent découpés. Et ce seuil-là, ça veut dire qu'on veut garder uniquement les boîtes qui représentent encore 50% de la taille avant subdivision. Je ne sais pas si tu comprends, si je fasse un schéma ou quoi. Oui.
Ça sera mieux. Ok. Merci. Il y a ceux qui comprennent visuellement, ceux qui comprennent. Donc imaginons, bon, il y a l'image ici, c'est un animal ici. Imaginons, on va scinder comme ceci, ben ici l'animal se retrouve découpé. Ça c'est la boîte à noter. Et ben en fait ce seuil-là veut dire qu'après découpe, on va sélectionner seulement les boîtes qui représentent 50% de l'aire de la boîte initiale. Par exemple, ici, ben, c'est un peu plus de 50%, mais on va la garder. Pourquoi? Parce que ben, on a défini que 50% c'était suffisant pour pouvoir encore identifier et dire que c'était un animal. Imaginons, ben, on avait scindé ici, et ici on est par exemple plus qu'à 20%. On ne va pas le prendre parce que ben, tu vois, c'est vraiment juste un petit morceau du corps de l'animal, et donc ça, on va le considérer comme arrière-plan. Donc voilà, vous voyez, ça a mis 2 minutes. Et, donc là, c'était un exemple, je l'ai fait sur le jeu de validation, mais juste pour vous représenter. Et comme tu posais la question tout à l'heure, tu vois ici, par exemple, on prend ce premier exemple, il y a le nom de l'image initiale, underscore, l'ID, dans l'ID du patch. Donc ici, par exemple, le 20e. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Voilà. Et vous avez ici un petit exemple donc, du patch. Et vous voyez, là, c'est un éléphant. Ça, après, je vais vous montrer aussi, mais on va pouvoir visualiser les prédictions sur les images avec 51. Je laisserai peut-être juste Samuel peut-être introduire avant. 51? Ouais. Euh, Mais ça, de toute façon, c'est en fin de... Ouais, après, c'est un fin, je pense. Ok. Donc, voilà. Donc, après avoir exporté les patchs, ici, si vous voulez, on va plotter donc, différents patchs avec les annotations qui ont été remises dans le système coordonné du patch, donc l'image taille réelle. Donc là, ben, en lançant la cellule, vous allez voir donc, ici ben, un patch de 8 images avec à chaque fois ben, le patch et en rouge les annotations. Là, ben, c'est des antilopes. Ici, c'est un but. Ça, je ne sais pas lire. Antilope, éléphant. Là-bas, je pense aussi que c'est une espèce d'antilope. Donc, ça vous montre comme ça quelques exemples. Allô? Ouais. Oui, moi j'ai une question. Comment les annotations dont tu parles, c'est l'identification visuelle? Ouais. OK. Comment tu arrives à la confusion avec l'ombre, par exemple, des animaux? Ah, Parce que, bon, je vais encore le répéter, en télédétection, c'est un problème où on arrive à trouver une solution pour ne pas identifier les ombres, pour éviter la confusion. Comment tu arrives, par exemple, pour dire, soit c'est un antilope ou c'est un éléphant, à côté de lui, par exemple, on a un bébé ou bien on a un autre qui n'a pas la même taille. Comment tu arrives à éviter cette confusion pour ne pas dire peut-être l'ombre qui a été confondue encore comme un animal? Bon, je ne sais pas, hein, oui. Souvent, c'est quand même assez clair, donc c'est des cas assez rares. En fait, c'est dans des cas, des fois où c'est un peu plus compliqué, c'est quand il y a un couvert nuageux et que les animaux sont en zone d'ombre, là c'est plus compliqué, mais souvent, du coup, moi je me réfère aux arbres qui sont présents, ou alors des éléments d'arrière-plan, où là on a souvent une projection donc de l'ombre de ces éléments qui sont plus gros. Et là, comme ça, je peux bien être certain que donc, je vois dans quelle orientation est l'arbre et l'ombre dans l'image, et comme ça me permet d'être plus précis dans la localisation des animaux. Mais ici, en fait, donc je ne l'ai pas annoté ça tout seul. J'ai été aidé par Julie Larchand, là, qui est experte là-dedans et qui a fait sa thèse là-dessus et qui sait très bien identifier les animaux. OK. Donc, je reviens sur ce que hier, il faut une expertise pour ça. N'importe qui ne peut pas identifier des animaux au sein de ces images.
hier, après notre présentation, je réfléchissais un peu là, je me dis, est-ce que tu vois un peu, prenons par exemple la plaine de Serengeti là, avec les colonies de gnous qui traversent de grands espaces. Est-ce que tu as un peu essayé de voir ce que ça donne comme identification? C'est une idée que j'ai eue hier, je me dis, ah, je vais te la poser aujourd'hui. Ouais, bah merci pour ça. Mais non, j'ai pas encore testé. Mais oui, je suis au courant Il y a une période dans l'année là où il y a des grandes migrations de plusieurs milliers de gnous. Oui, Si j'ai l'occasion de pouvoir collaborer avec Inca avec ces images-là, pourquoi pas tester notamment le modèle par points qui a oui. montré des meilleures performances sur le comptage en troupeau. Mais oui, c'est des idées qu'on a et qu'on aimerait bien essayer, oui. Mais du coup, il nous faut la data qu'on n'a pas malheureusement pour l'instant. Oui. Ouais. Merci. Rien. Euh, du coup, ici, on va partir dans la deuxième section du logbook, qui est l'entraînement donc, de Faster RCNM. Hier, Samuel vous a parlé de cet aspect stochastique à fixer pour pouvoir répéter les expériences. Donc ça, en fait, ça permet, si vous voulez, de fixer le chemin aléatoire de l'entraînement, de l'initialisation des poids dans le réseau, etc. Et ici, donc, j'ai créé une fonction qui permet de fixer le site dans chacune des librairies que je vais utiliser. Et en fait, en argument, vous renseignez uniquement un integer, donc une valeur entière qui peu importe. Mais ça permet ainsi que de pouvoir répéter exactement la même expérience. Euh, et ainsi que ce soit, mais du coup, assurer la répétabilité de Snap. Ce qui permet en fait de pouvoir comparer, par exemple, quand on veut comparer différentes techniques et leur impact sur le résultat, on va fixer le seed pour être sûr qu'en fait, imaginons le gain de performance qu'on obtient n'est pas dû à cet aspect aléatoire, mais bien dû à la technique qu'on utilise. Maintenant, on va créer les datasets. Donc, qu'est-ce qu'un dataset? C'est ce qui permet d'aller lire notre fichier CSV, aller rechercher le patch correspondant dans un chemin dans un dossier, pardon, et d'appliquer les augmentations de données. Donc, ce que ici j'ai appelé transforms. Et du coup, ici, vous voyez donc toutes les différentes augmentations de données qu'on a utilisées. Donc, elles viennent de la librairie Implementation, que j'ai mentionné hier, et vous pouvez aller voir, la doc est assez bien faite. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des clips verticaux, parce qu'ici, on est dans du nadir, donc on peut se le permettre, parce que c'est possible d'avoir des animaux qui sont dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci. En oblique, on ne va pas faire ce clip-là, parce que on retrouve jamais des animaux qui sont dans l'autre sens de ce qu'on voit normalement. Des flips horizontaux, des rotations de 90 degrés, et ici un ajustement aléatoire donc de la luminosité et du contraste pour pouvoir ajouter de la variabilité de luminosité et contraste pour régler ce problème d'animaux à détecter en zone d'ombre ouais, c'est ça, sous couvert nuageux. Le random rotate là. Ouais. Pourquoi il y a du random dedans? Parce que Ça peut aller, plus et moins. Je pense que c'est ça. Soit on peut tourner vers la gauche ou vers la droite. Si on tourne vers la gauche, ça peut donner une variabilité de l'image. Ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi choisir la façon aléatoire alors que les deux peuvent varier l'image aussi? C'est ça que je veux comprendre. Ici, quand tu dis random, ouais, ça veut dire qu'il va le roter de façon aléatoire, soit la gauche, soit la droite. Alors que si on faisait un rotate à gauche, un rotate à droite, on aura deux. Oui, on pourrait, en fait, imaginons, on aurait pu avoir deux fonctions, une qui dit rotate 90, rotate moins 90. Okay. Là, c'est pour ça. D'accord. Je pense, en tout cas. Ouais. Et là, le random, ici, pour le brightness contrast, donc c'est la limite. C'est la limite des valeurs, et on va se situer en dessous de ça, donc des valeurs qui varient jusqu'à 0,2, et le random, c'est cette valeur-là qui va être choisie aléatoirement. Mais comme on a fixé le seed, c'est tout ça qui va être fixé en fait. Imaginons vous relancez l'expérience en fixant le même seed. Durant l'entraînement, ces transformations seront appliquées à chaque fois de la même manière. Voilà.
un blur, donc pour ces animaux qui sont un peu floutés, avec ici une limite de 15 pixels, donc qui est la taille du filtre qu'on va appliquer pour flouter l'image. Et enfin, une normalisation des données, donc comme aussi Samuel l'avait mentionné, pour avoir des valeurs entre 0 et 1 en entrée. Et pour le jeu de validation, mais on n'applique pas de transformation parce que l'on veut évaluer le modèle, et là, on normalise, on fait juste une normalisation. L'épée que vous voyez, c'est la probabilité que ça puisse arriver. Ouais, j'ai dit quoi? Ah, ouais, c'est ça, je sais pas. De normalisation, on le veut dans tous les cas, donc 100% de probabilité. Là, j'ai mis à 0,5 et 0,2 de manière un peu arbitraire. Et voilà, et après, on crée les datasets. Donc, il y a ici un dataset que j'ai créé aussi, que si vous voulez voir plus de documentation, vous pouvez aller sur le GitHub. Mais en gros, donc, il prend en entrée un fichier CSV, qui contient les annotations, que je vous ai montré tout à l'heure, le chemin d'accès vers les images et les transformations. Et ces datasets, on va les appeler à l'aide d'un data loader. Un data loader permet en fait de pouvoir utiliser ces datasets et retourner des batchs d'images. Donc, c'est-à-dire un lot d'images et son lot d'annotations correspondantes. Et donc, ici, c'est les quatre principaux arguments qu'on utilise. Donc, le dataset, le batch size, donc qui est le nombre d'images dans le lot qu'on veut envoyer au réseau pour l'entraînement. Shuffle qui permet après chaque époque de remélanger toutes les données, remélanger donc tous les patchs dans le jeu d'entraînement. Et collectFn, c'est la fonction ça, qui permet de pouvoir... là, c'est pour gérer les annotations. On peut aussi gérer les images avec ça, mais qui permet de bien gérer l'agencement du lot d'annotations et du lot d'images. Donc, en gros, ici, j'en ai fait un peu custom pour être sûr que chaque annotation correspond bien à chaque patch dans le batch. Pour la validation, on évalue donc image par image. Donc je vous rappelle encore que la validation va faire sur des images taille réelle. Et on ne remélange pas le jeu de données, c'est inutile ici. Donc on set le shuffle à false. Maintenant, donc, on va définir le modèle. Pour des soucis de compatibilité avec les autres architectures que je suis en train de travailler dessus, en fait, j'ai créé un wrapper là, qui permet en fait d'envelopper mes modèles avec une loss. Mais ici, en fait, avec le FastRCNN qui est de base implémenté dans PyTorch, les losses sont déjà inclus dans le modèle. Et donc, ici, cette étape est inutile, mais elle est nécessaire pour pouvoir pour assurer une bonne compatibilité avec le reste du code. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et donc ici, c'est la classe que j'ai créée aussi, où on mentionne l'architecture. Donc ici, c'est le CNN, c'est le backbone de notre modèle, et ici on va utiliser ResNet 34 pour l'exemple. Le nombre de classes qu'on a défini avant et qui est ici de 7, donc on compte toujours le background aussi. Donc les 6 espèces plus le background qui fait 7. Est-ce qu'on veut le backbone qui est pré-entraîné sur ImageNet? Si je l'ai mis à oui. Le nombre de couches qu'on veut réentraîner, ici 4. Donc, il y en a 5 en tout dans ResNet. C'est-à-dire que en mentionnant le 4, on va geler les paramètres déjà entraînés sur ImageNet de la première couche. Quand on met 4, c'est la première couche qui est gelée. C'est ça, oui. Donc le 4, on démarre de la dernière, donc de la plus profonde. Donc si, imaginons, on mentionne 3, ça veut dire que les deux premières couches sont gelées. Et le backbone aussi est gelé? Non, donc ici, c'est bien les couches du backbone. Donc c'est ici, en gros, en mentionnant 4, on gèle uniquement la première couche du backbone, la première couche de proposition. Ici, c'est les fameux poids que je vous ai parlé hier pour gérer ce problème de déséquilibre des classes. Donc, on mentionne un poids, donc avec la formule que je vous ai montrée hier, pour chacune des classes dans le background. Ici, je l'ai fixé à 0,1. Et ainsi, vous voyez, donc ici, ce sont les classes minoritaires, donc qui sont de mémoire, je pense, les pas cochères, les cobas croissants. Et vous voyez, en fait, qu'il y a un facteur 12 de différence avec les classes majoritaires, donc il y a 12 fois moins d'échantillons que les classes majoritaires. Et donc, pour régler les soucis, on va appliquer un poids beaucoup plus important sur la loss pour l'entraînement. Et ici,
les tailles minimum et maximum des images en entrée, les 5 sont 12, parce qu'on a créé des pages de 5 Et voilà, en faisant ça, on crée une instance de FastRSNN. Donc derrière ça, si vous voulez aller voir un peu plus d'informations, vous pouvez aussi aller, je vous retourne à nouveau sur le GitHub. Mais en fait, derrière ça, je réappelle la fonction qui est créée de base dans PyTorch. Donc je rappelle le ResNet qui est codé de base dans PyTorch. C'est juste que je l'ai légèrement modifié pour pouvoir inclure ces poids sur la loss de classification. Voilà, maintenant qu'on a instancié le modèle, on va pouvoir commencer l'entraînement. Donc ici, il y a plusieurs choses à dire. On va créer donc un répertoire pour nos outputs. Donc nos outputs, c'est quoi? Ce sera les logs, donc les différentes loss, enfin la loss au fil des époques et des itérations, et les métriques au fil de la validation. On définit nos hyperparamètres, si le learning rate est fixé à 10-4, ou indiqué à 10-3, et le nombre d'époques s'il est fixé à 5, mais je vais vous demander d'arrêter la cellule après quelques minutes parce que là, rien que 5 époques, ça met 50 minutes. On n'a pas vraiment le temps. Mais du coup, j'ai pré-entraîné le modèle comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir l'importer par la suite. L'optimiseur va nous permettre d'ajuster les poids pendant l'entraînement. Et ici, une classe métrique qui nous permet en fait de pouvoir comparer les vérités terrain avec les prédictions du modèle. À nouveau, je reviens sur ce que j'ai dit hier avec les différents calculs de IOU pour définir si une prédiction match bien avec une vérité terrain ou non. Et ça, c'est ce qui va se passer et ce qui va se calculer derrière cette classe-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on enseigne les IOU? Donc ici, 0,3, ça veut dire que dans un IOU minimum de 0,3 pour définir un vrai positif, donc un matching entre la vérité terrain et la prédiction. Et on spécifie le nombre de classes. Ici, c'est le fameux stitching algorithm que je vous ai présenté hier aussi. Les arguments de base, c'est le modèle, la taille des patchs, l'overlap et le seuil NMS, donc qui permet de filtrer toutes les boîtes, les doubles boîtes qui sont dues à cet overlap justement. Et donc comment il fonctionne, je vais vous expliquer très simplement, mais on a une image taille réelle et en fait cette classe-ci va fonctionner comme une fenêtre déroulante sur l'image, va récolter les prédictions et puis après va réassembler les prédictions dans le système de coordonnées de l'image initiale et va appliquer ce seuillage NMS pour pouvoir filtrer toutes ces doubles prédictions. Et enfin, on crée l'évaluateur ici en appelant le data loader du jeu de validation, mentionnant la métrique pour calculer les correspondances, donc vérité terrain prédiction, le stitcher, sur quel dossier on travaille, et le header, c'est juste, vous allez voir, mais quand on lance l'entraînement, c'est juste ce qui va s'afficher en début de chaque ligne pour en fait juste renseigner l'utilisateur qu'on est bien dans de la validation. Et voilà. Enfin, on a une grosse classe qui prend tout ce que je viens de vous expliquer en entrée et qui permet ensuite simplement ici en une seule ligne, que ici j'ai splitté en 4 lignes pour vous montrer les arguments, mais qui permet de lancer un entraînement très facilement. Voilà. Donc, lancez bien ici cette première cellule qui va permettre bien d'instancier toutes les classes et de créer le chemin. Ouais, j'ai pas lancé la cellule d'avant. Non, en fait, j'ai lancé aucune cellule. Donc, on repart ici de la première cellule Training and Validation Dataset et lancez bien toutes les cellules pour bien créer toutes les variables. Top. Vous voyez ici qui télécharge donc les paramètres pré-entraînés sur ImageNet. Ici, vous avez bien créé votre dossier de sortie. Voilà. Et enfin, vous pouvez cliquer ici sur démarrer l'entraînement. Juste quelques infos ici concernant cette cellule. Donc le warm-up ITER, en fait, c'est des itérations pour
et chauffer le modèle, en fait, donc pour pas trop le perturber au début. Là, je l'ai fixé à 100, donc ça veut dire qu'il va démarrer avec un learning rate très très bas et le monter jusqu'au learning rate qu'on a défini, qui est de 10.4. Voilà, c'est une pratique assez courante et qui est aussi implémentée dans MM Detection, je pense. Ici, checkpoint, c'est la manière dont on va vouloir sauvegarder nos paramètres entraînés. Si on le met à best, donc ça veut dire quoi? Bon, on va faire du early stopping. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez hier, mais pendant l'entraînement, donc ça, c'est la courbe de loss de l'entraînement qui diminue donc, au fil des époques et la courbe de validation. Et quand on va en overfitting, on fait ça en fait. Mais le early stopping, ça permet quoi? De sélectionner le modèle au moment où ses performances étaient les meilleures. Et ici, c'est ce qu'on fait. Donc, je vais aller sélectionner ici l'époque qui correspond au moment où la loss sur jeu d'agression était la minimum. Select, c'est la manière de sélectionner donc, la métrique. Ici, on est en maximum. Pourquoi? Parce qu'on valide sur le MAP, comme je vous ai dit hier, on va vouloir avoir le MAP maximum. Et quand vous lancez ça, voilà, l'entraînement démarre. Vous voyez ici, il estime, donc j'ai créé un batch de 4 patchs. Il vous indique toutes les losses. Le learning rate ici est très bas parce qu'il y a l'échauffement de son itération. La loss totale, la loss du classifieur, régression des boîtes, les coordonnées des boîtes. Ici, c'est la loss du RPN, donc ah non, ici, loss du RPN. Et ici, c'est la loss d'objectness, donc c'est décidé dans le RPN si l'encore possède ou non un objet. Voilà. Et donc, si vous laissez tourner ça, ben là, il estime à 16 minutes l'entraînement donc pour une époque. Et en fin de, ici, de cette première époque, ben, la validation va commencer. Mais je ne pense pas qu'on a vraiment le temps d'attendre jusque-là. Mais je vais pouvoir vous le montrer sur le jeu de test, donc comme ça vous allez avoir un exemple de ce que fait un évaluateur. Donc ça, vous pouvez arrêter la cellule. Ici, directement, donc on va ici télécharger donc les modèles, les paramètres pré-entraînés du modèle que j'ai préalablement entraîné ici avant la session. Et on va télécharger ces paramètres dans le modèle. Donc vous cliquez sur la première cellule. Et à nouveau, vous allez voir que je vais vous télécharger depuis mon drive ce fichier. Normalement, ça va très vite. Et ici, avec une fonction, on va aller importer ce fichier-là, donc les paramètres, et aller les mettre dans notre modèle. Et ça, en fait, c'est l'équivalent en fin d'entraînement de ce que la classe, la cellule d'avant va nous ressortir. En fait. Ici, à nouveau, on crée un dataset data loader pour le jeu de test. Transformation, on utilise les mêmes que la validation parce que on peut juste normaliser nos données. L'évaluateur. Et là, tout simplement, on appelle la méthode sur l'évaluateur qui s'appelle évaluer. Et puis, on demande d'évaluer sur le MAP. Donc, vous allez voir, ça va démarrer. Voilà. Il vous montre le nombre d'animaux présents dans l'image. Ici, on est en taille réelle, on est en test. 258 images. La précision, le F1 score, le MAE qui est une métrique de comptage, qui est la mean average error, MSE et le RMSE. Donc là, estime à 45 minutes. Normalement, il va se mettre à jour ici à la deuxième itération, mais je pense qu'on est aux alentours des 7-8 secondes par image, qui est quand même assez rapide. Et à nouveau, ici, vous voyez le temps estimé, on est à 40-45 minutes, on n'a pas le temps d'attendre jusqu'au bout, mais si vous voulez le lancer chez vous, n'hésitez vraiment pas. Comme ça, vous pouvez voir un peu la fin du test qui vous retourne. Normalement, il vous retourne la métrique ici qui est le MAP.
Et il vous enregistre des fichiers avec les résultats de performance et les détections. Donc, dans chacune des images, il y a un fichier un peu qui ressemble comme les fichiers d'annotation, avec les coordonnées des boîtes, les scores de confiance et les labels. Donc là, je vais l'arrêter ici. Mais si vous voulez faire ça chez vous, quand vous avez fini de lancer cette cellule-là, vous pouvez lancer celle-ci. Là, il va vous montrer par espèce les différentes métriques, donc recall, precision, F1 score, etc. Mais ici, comme on n'a pas le temps, j'ai aussi, vous pouvez aussi passer directement ici à cette section-ci, donc qui est le traçage des courbes de precision recall, et où là, on va aller importer le... Ah non, mais... Ah ouais, non, je l'ai déplacé. Attendez, je vais vite modifier. Je pense que c'est dans la deuxième partie. Ah ouais, mince, c'est dans la deuxième partie. C'est pas grave. Je vais vous... Je vais vous montrer mon notebook. Normalement, j'avais gardé en mémoire les outputs des cellules. Ah non, dommage. Je pourrais pas vous montrer le... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Bon, ben désolé, j'ai pas le graphique. Parce que là, en fait, si vous voulez, j'ai besoin des métriques qui ont été calculées sur le jeu de test, mais comme on n'a pas eu le temps de le lancer en entier, mais je ne les ai pas pour vous montrer, mais de chez vous aussi, si vous avez le temps, mais vous pouvez lancer cette cellule-ci, vous allez avoir les courbes de précision recall pour chacune des espèces. Ouais, c'est dommage. Peut-être que ici, si on fait une petite pause après, je vais aller chercher le graphique pour pouvoir vous le montrer. Je pense que je l'ai enregistré sur mon cloud. Je ne sais pas si vous avez des questions ici avant de passer. Oui. Alex, je pense pour les weights, on n'a pas la permission pour. J'ai un problème d'accès. Ouais, il te met. Ok, je vais aller voir. C'est pour celui-ci, normalement. Ouais. T'as déjà eu ça, Semaine? On revient sur le Gatling. C'est quoi l'erreur que tu as dit? Access denied with the error. Cannot retrieve the public link of the file. You may need to change the permission to anyone with the link. Ouais, ok. Vas-y, reviens sur. Tu dois changer la permission? Ouais, je pense. Et d'autres ont aussi cette erreur-là? Non, ça. Ouais, c'est une erreur de Google. Enfin, c'est pas une erreur, mais il limite les Ah, téléchargement, ouais. J'ai eu un problème. Soit je le mets en éditeur ou quoi? Ouais, fais-le. Ah ouais, mais le lien est différent, je dis. Non, c'est le même lien. C'est le même lien? Ouais. D'accord, je peux le télécharger. Essaye, ouais. Ah bah tu vois, tu l'observes. Moi aussi, alors que c'est le mien. Voilà, bah, c'est Google limite le nombre de downloads concurrents. Ok. Ça, c'est une nouvelle limite qui sont mis. Bon, ça devient trop populaire. On peut le télécharger après là. Ouais, c'est ça. Tu peux le télécharger et ensuite l'ajouter dans ta session. Ouais, ouais. C'est pas très très gros. Donc c'était ça l'erreur que tu mentionnais avec. Ouais. Ah ok. Ouais, c'est nouveau. C'est pas une erreur, c'est que Ouais, c'est un limite les une accès. Il voit qu'il y a comme 25 personnes qui téléchargent. Ouais, d'un coup. Ok. Ouais, voilà. Donc voilà, avant de passer donc, à cette explication qui est la dernière partie avec les fichiers de configuration, je ne sais pas si vous avez des questions, ce que j'ai dit avant. Comme je disais, si vous voulez plus d'infos, vous voyez en tout début de présentation, il y a le... je vous ai donc ici, quand on télécharge le code, vous avez le lien ici du GitHub et vous pouvez aller voir un peu dans le README, j'ai fait un peu une explication de comment ça fonctionne, notamment pour les fichiers de configuration, mais vous pouvez aller vous-même si vous voulez un peu voyager à l'intérieur, d'aller dans les sous-dossiers et regarder dans le code. À chaque fois, j'ai mis la description des arguments, à quoi servent les différentes classes et ce qu'est le retour.
Et donc ici, en fait, vous voyez, donc tout ici, c'est toutes ces étapes qu'on a définies et qui prennent quand même, vous voyez, pas mal de place. Et qui, au final, comme on utilise certains paramètres, qui reviennent, donc certains arguments, par exemple le nombre de classes, ou alors parfois il faut renseigner le modèle ou les paramètres du modèle, c'est des sources possibles d'erreurs. On peut obtenir, moi, au tout début, j'avais mon code, je lançais un peu comme ça et je me suis rendu compte que je faisais des erreurs quand je voulais tester différentes techniques. Ça m'est arrivé d'oublier de modifier une certaine ligne dans le code, etc. Et donc, par exemple, je testais une technique et j'avais pris comme conclusion qu'elle ne marchait pas, mais en fait, c'était dû à une erreur. J'avais oublié d'aller modifier une certaine variable ou alors une certaine ligne dans mon code. Et pour éviter ça, je me suis dit que c'était plus simple et c'est ce que font bon nombre de librairies, de fonctionner avec des fichiers de configuration où toute cette modification de certains paramètres est gérée derrière dans le code. Et donc, je vais vous montrer un peu à quoi, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais à quoi ressemble le fichier de configuration. Et c'est là où maintenant on va utiliser Weight and Bias, pour vous montrer un exemple. Vous pouvez aller donc ici dans le dossier .summer school 2022, dans le sous-dossier configs, pretrain. Et là, vous allez voir que vous avez un fichier fasterrcnn.yml. Vous pouvez double-cliquer dessus et aller le modifier ici dans une fenêtre qui va apparaître. La seule chose que vous devez modifier ici, c'est l'entité qui est votre nom d'utilisateur que vous avez spécifié dans Weight and Bias. Et ça va permettre de pouvoir vous connecter automatiquement à l'interface et d'aller loguer toute une série de paramètres pendant l'entraînement ou l'évaluation des modèles. Et si vous regardez un peu la structure, vous allez voir qu'on retrouve un peu ici les différents paramètres qu'on a renseignés quand on utilisait donc les classes en début de présentation, le dataset, les différentes augmentations de données et les différents paramètres d'entraînement. Donc avec le type de trainer qu'on va utiliser, par exemple le batch size, l'évaluateur et le stitcher. Donc la seule chose que vous avez à modifier, c'est ici votre entité et la renommer avec votre nom d'utilisateur Weight and Bias. Et dès que ça c'est fait, n'oubliez pas d'enregistrer parce que par exemple, vous voyez ici qu'il y a une petite étoile. N'oubliez pas de faire CTRL-S pour être sûr de bien enregistrer le fichier. Sinon, ça ne marchera pas et vous allez en fait vous loguer sur... normalement, il y aura une erreur qui va apparaître. Mais... voilà. Et donc ici, avec une seule ligne de code, on va appeler donc un outil train.py. On spécifie le nom du fichier de configuration qu'on va utiliser. Donc ici, on fait train égale fasterrcnn parce que le fichier s'appelle fasterrcnn. Et en lançant ça, vous allez en fait lancer tout ce qu'on a fait ici précédemment, mais en une étape, et ça va automatiquement aller se loguer sur un Weight and Bias. Donc à chaque fois, moi, j'ai fait des prints pour décrire un peu ce que le code fait derrière. Il fixe d'abord le seed, il construit le dataset en appelant fichier CSV, il télécharge les paramètres. Ah oui, j'ai oublié de modifier quelque chose. Ici, modifier juste ça, j'ai oublié de mettre à jour, mais c'est pas ResNet 50, c'est ResNet 34. Donc vous allez à la 12e ligne du fichier de configuration et vous modifiez le 50 par 34 que vous enregistrez. Et on lance ta cellule. Donc voilà, normalement, vous allez avoir ça avec votre nom d'utilisateur pour vous montrer que vous êtes bien logué. Il construit le modèle. Et voilà, il démarre l'entraînement. Donc là, vous avez exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, c'est logué dans Weight and Bias. Donc si vous retournez dessus, vous allez voir que vous allez avoir un projet qui a été créé qui s'appelle dots-summer-school. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez tomber là-dessus. Donc en fait, si vous voulez, ici, c'est un nom arbitraire qui est créé par la librairie, par Weight and Bias, pour être sûr que deux expériences n'ont pas le même nom. Et là, vous voyez donc toutes les losses évoluent ici au fil des itérations.
l'évolution du learning rate. Et voilà. Vous avez tous réussi à faire ça? Et donc, si je reviens sur Google Colab, on voit ici que ça évolue. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc ici, Hydra va créer un fichier, donc un dossier outputs, avec la date à laquelle vous avez lancé votre expérience, les heures, donc ici c'est la première que j'ai arrêtée, la seconde. Et là, vous voyez que vous avez vos logs. Et qu'est-ce que les logs? C'est ce qui est printé dans la suite de votre cellule. Et ça vous permet ainsi d'avoir une trace des différentes losses durant l'entraînement, mais aussi des différentes métriques calculées pendant la validation ou le test. Je l'avais pas mis dedans, mais on peut, pour vous montrer un peu, donc, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, si par exemple on veut tester différents hyperparamètres pour sélectionner celui qui donne les meilleures performances, on peut faire ceci. Donc on va réappeler en fait l'outil. Je peux juste faire copier-coller ça. M pour multiple experiment, je pense. Et après, vous pouvez renseigner donc, votre fichier de configuration et vous pouvez appeler directement donc l'un des paramètres du fichier. Donc par exemple, on va tester différents learning rates et différents batch size. Donc comment ça marche? Vous devez faire train, qui est le dossier ici, vous voyez, dans lequel est le fichier de configuration, et à chaque fois suivi d'un point dans l'architecture ici du fichier. Donc par exemple, si vous voulez modifier ici un paramètre du modèle, c'est train.model. Ici name, et là vous pouvez changer le nom. Ce qu'on va faire nous ici, c'est aller modifier les paramètres d'entraînement. Donc on va ici modifier le batch size et le learning rate. Et donc ici, ce que ça donne, c'est train.training settings batch size. Là, vous renseignez toutes les valeurs que vous voulez essayer. On va faire par exemple 1, 2, 4. Idem pour le learning rate. On va tester par exemple 3 et 10.4. Et là, je veux tester 3 différents batch size, 2 différents learning rates, donc il y a 6 possibilités. Et Hydra va de lui-même tout seul gérer ça derrière. Donc je vais vous montrer. Je vais stopper cette cellule. Voilà. Et quand on lance ça, vous allez voir qu'il va créer les combinaisons lui-même et vous renseigner le nombre de runs qu'il va lancer à la suite. Donc ici, il vous renseigne bien 6 différents runs parce qu'il y a 6 possibilités différentes. Et ici, il vous renseigne celle qui est en train de lancer. Donc ici, un batch size de 1 et un learning rate de 10.3. Et automatiquement, il va aller stocker tout ça. Donc, normalement, c'est multi-run ici. Donc, il y a un dossier qui se crée automatiquement dans votre environnement. À nouveau, la date, l'heure et ici, à chaque fois, l'ID du run. Donc ici, on est l'ID 0, donc on est avec ces paramètres-ci. Et ça permet d'automatiquement lancer plusieurs expériences à la suite. Donc, vous ne devez pas vous-même manuellement aller modifier les choses. Tout se fait à la suite et c'est un gain de temps quand même pas mal. Parce que ça tourne journée comme la nuit. Donc ça, c'est l'un des points forts de Hydra. Mais ça permet de gérer les expériences un peu de manière automatique. Surtout quand en début de développement, vous voulez tester différents hyperparamètres, c'est très utile.
Pour les lancer donc, des sessions de test, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on va se retrouver donc, dans le fichier de configuration test, donc juste ici. Et vous allez voir que ça ressemble quand même pas mal à l'entraînement, sauf qu'il y a un peu moins de paramètres. Et à nouveau, ici, si vous voulez le tester, vous devez juste modifier ici l'entité par votre nom d'utilisateur. Là, j'avais bien renseigné ResNet34, donc il n'y a pas à modifier. Et là, simplement, on définit le dataset du jeu de test. Min et std, en fait, c'est les différentes valeurs qui vont être utilisées pour la normalisation. Parce que la normalisation, en fait, c'est la valeur du pixel moins la moyenne divisée par les quartiers. L'évaluateur et le stitcher. Donc, on va stopper ça. Et vous voyez ici, en fait, que je n'ai pas spécifié dans le fichier de configuration, il y a un argument qui s'appelle pthfile, et ça permet de renseigner le chemin d'accès vers le fichier qui contient vos paramètres pré-entraînés. Et donc, il va d'abord charger ça pour après ensuite faire les prédictions. C'est ce qu'on va faire ici. Voilà. À nouveau, il log les différentes métriques et vous pouvez suivre ces métriques par image dans Weight and Bias. Voilà. Donc ici, le X veut un peu rien dire. Mais c'est en fait, si vous voulez, les ID des images. Ils correspondent quand même, donc ce sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, machin, jusqu'à 258. Et ça correspond quand même donc, à vos lignes d'images dans le fichier CSV. Donc vous pouvez quand même faire le lien assez facilement. Et vous voyez qu'il log la précision par image, le recall, le RMSE, F1 score, etc. Vous avez réussi à lancer ça? Et voilà, ça marque la fin de la présentation là, du package. Je sais que c'est un peu brut la manière dont ça a été présenté, mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Vous avez le GitHub si vous voulez tester sur vos jeux de données chez vous aussi, vous pouvez. Normalement, j'ai spécifié dans le README comment vous devez lancer votre dataset, mais en gros, si vous travaillez en boîte, c'est juste avoir un fichier CSV avec une colonne avec le nom de vos images, les coordonnées du point supérieur gauche, point inférieur droit, et vos labels, qui sont des ID. Toute colonne supplémentaire sera prise en compte aussi et sera gardée dans la mémoire. Donc si vous voulez, à un moment dans votre code, aller réaccéder dans une ligne de votre dataset, vous pouvez le faire très facilement. Petite question sur ton test, est-ce qu'il y a moyen de visualiser les résultats? Donc oui, ça c'est la deuxième petite partie, mais je ne sais pas comment on allait agencer ici. Si tu veux d'abord faire une intro de 51. En fait, il y a un outil aussi que j'ai créé qui s'appelle View, mais il ne marche pas dans Google Colab. Mais en local, il marche. Et en fait, ça va vous créer une page web avec 51 et vous allez pouvoir voir vos vérités terrain et les prédictions. Est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer de lancer 51 dans ta session ici? Oui, j'ai testé. Je vais le montrer ici. En fait, dans ce notebook-là, ça ne marche pas, mais il y a un problème de dépendance. Il y a sûrement un package qui pose problème, mais du coup, je vais un peu vous montrer si vous voulez voir donc, les prédictions. Est-ce que Samuel aussi a insisté là-dessus hier, mais par exemple, pour moi comprendre que les zones d'ombre étaient un souci, le flou était un souci, j'avais développé un premier modèle et puis j'avais analysé les résultats sur le jeu de validation et je voyais où
où le problème avait un peu plus de soucis, ce qui me permettait d'y répondre avec certaines techniques que j'avais trouvées dans la littérature. C'était la même chose pour les faux positifs. Souvent, les faux positifs, en fait, c'est, vous allez peut-être le voir ici après, c'est des troncs d'arbres, des ombres qui ressemblent, enfin, un jeu d'ombre avec un élément d'arrière-plan qui ressemble à un animal. Les buffles sont souvent dans des mares de boue. Donc, il y a des fois des taches de boue qui sont détectées comme des buffles. C'est tous des éléments comme ça qui est source de faux positifs, en fait. Alors, pour visualiser, je vous renvoie dans le dossier que vous avez ouvert tout à l'heure, donc où sont les notebooks. Mets-le en lecture, ça. Ça ici? Voilà. Donc, vous pouvez double-cliquer dessus. Et faire la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est ici, hein, Samuel qui a un Ouais, bouton normalement, il y a un bouton. pour le copier. Donc, Faites le copie, sinon. c'est ça. Donc, vous allez modifier mon notebook. Vous vous connectez. Là, vous allez voir, ça va être quand même assez rapide parce que je vous renvoie, j'espère qu'il n'y aura pas de souci, mais pour télécharger les prédictions du modèle sur le jeu de test. Et on va visualiser ça avec 51, qui est un outil qui permet de visualiser notamment les vérités terrain, mais aussi les prédictions. Et aussi jouer avec le seuil du score, qui va permettre, si vous vous souvenez sur les courbes de précision recall, de gérer ce compromis entre faux positifs et faux négatifs. Donc là, on installe simplement les dépendances, on télécharge les données et les prédictions. Ça, à nouveau, ça met peut-être 1 ou 2 minutes. Dans ce code-là que je vous ai présenté donc avant, je vous ai parlé hier de l'approche par points. Elle sera implémentée. On a écrit un papier avec Samuel et Jérôme. Quand le papier sera sorti, on va mettre le code à disposition aussi. Donc, si vous voulez utiliser l'approche par points sur vos cas d'application, n'hésitez pas. C'est dur à estimer quand est-ce que ce sera en open source, mais je l'estime à la fin de l'année, j'espère. Et c'est exactement la même structure de code, la même manière d'utiliser. Donc, c'est juste au lieu d'appeler FastRCNN le modèle, vous allez appeler EarNet, comme on l'a appelé. Mais de toute façon, je mettrai donc une documentation plus détaillée et un notebook de comment l'utiliser. Juste une petite question concernant l'approche par point. Donc, si on fait la notation par point, Ouais. le modèle, il va apprendre les objets communs. Ouais, en fait, il génère des cartes de localisation. Donc, en fait, on demande au modèle de générer une carte ou en lui demandant de mettre en gros, sans rentrer dans le détail, mais mettre des valeurs de pixels proches de 1 aux endroits où il y a des animaux et proches de 0 où il n'y en a pas. Et après, sur base de cette carte, on utilise un algorithme d'extraction de maximum locaux qui va nous permettre d'obtenir les points. L'idée, c'est ça. À nouveau, ici, n'oubliez pas de faire un restart de votre environnement. Voilà, puis vous téléchargez les données. Ça marche? Ah non, là, non. Là, ça va peut-être être long à télécharger et remettre dessus. C'est gros, ça? 3-4 gigas. Parce que je l'ai mis dans le répertoire notebook, là. Ouais. Le point zip, t'as mis? Ouais, cool. Parce que j'ai eu le même problème tout à l'heure, quand j'ai uploadé. Ce serait de monter le drive. C'est plus downloader, mais pour visualiser. Ok. Alors, je vais juste essayer. Donc, je me connecte à mon drive. Et tu l'as dézippé dans le... Non, je l'ai plus, j'ai juste le point zip. Ah, ok. Donc, je peux juste lancer unzip. Ouais. Faut
que je change le path. Ah, mais ouais, en fait, je peux faire directement sur. Ouais, tu laisses. Ça m'a pris du temps. On va le faire du coup maintenant. Ah ouais, t'as tout la téléchargé sur le tien. Ah ouais, ouais. Ouais, je n'étais pas capable de. Je pense qu'ils ont limité maintenant les. Ouais. Bah, quand j'en ferai un autre bout, je modifierai du coup en appelant en Python. Là. Ça va. Les gens vont pas encore trop télécharger. Voilà, donc on lance 51, espérons qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Et là, normalement, ça va vous afficher une interface qui est 51. Et si, quand vous l'utilisez localement, en fait, il vous ouvre une page web. Et je vais vous montrer un peu ça, mais on peut visualiser donc les couleurs différentes, les. Ouais, je sais. Là, j'ai dû le dézipper depuis mon drive. Du coup, je vais juste vous le montrer ici. En attendant que ça charge, je vous parlais tout à l'heure donc des augmentations de données que Albumentation. Ils ont créé un playground là, où vous pouvez jouer avec ces augmentations pour voir l'impact que ça a sur soit une image type présente, ou alors vous pouvez même télécharger votre image pour voir un peu ce que ça donne. C'est comme ça que moi j'ai fixé mes paramètres, par exemple mes limites pour le contraste et la luminosité. Et normalement, Augmentation Playground, on va tomber dessus. Peut-être dans démo ici. Ouais, voilà. Donc vous allez sur Augmentation, vous cliquez sur l'onglet démo et vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous pouvez le mettre en mode professionnel. Ça, vous pouvez appliquer. Vous pouvez aussi voir, c'est ça qui est bien, l'impact de différentes augmentations combinées. En fait. Par exemple, c'est ici le blur. Et imaginons, on va faire une rotation. Hop, horizontal fluide, par exemple. Voilà. Là, vous avez l'image d'entrée et l'output après application des transformations. Donc ça, c'est assez bien pour vous permettre de visualiser les différentes augmentations que vous pouvez potentiellement mettre sur votre jeu de données. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez ajuster par exemple les limites du flou, et donc les limites maximum et minimum. Et il y a tout un tas d'augmentations. Ici, vous voyez, pour dégrader la résolution, par exemple. C'est assez bien fait. Donc, pour y accéder, Augmentation, et vous cliquez ici sur Démo. Voilà, donc maintenant que la page est chargée, je peux un peu vous montrer. Comment ça fonctionne? Ici à gauche, vous avez donc ici dans le label les vérités terrain, 2299, et les prédictions. Tu vois qu'il y en a énormément, donc ça veut dire qu'il y a énormément de faux positifs. C'est l'un des soucis
les approches par encore. Là. Et donc toutes les boîtes, si vous voyez jaune, sont des faux positifs. Donc ben là, c'était un modèle comme ça pour vous montrer, mais il n'est pas optimisé du tout. J'ai obtenu des meilleurs résultats en penchant plus dessus, mais c'est juste que je n'ai pas pu vous montrer ça aujourd'hui parce que une très bonne carte graphique pour utiliser, parce que j'avais fait des plus grands patchs, etc. Pour plus de simplicité, mais du coup, je m'étais limité à ça pour aujourd'hui. Mais ce qu'on peut faire, c'est ça qui est bien, vous pouvez cliquer ici sur prédiction et vous pouvez jouer avec le seuil appliqué sur les prédictions en jouant avec le score de confiance. 100%, 0,05. Et donc, imaginons, on va mettre un seuil de 0,7. Ça veut dire qu'on va garder uniquement les prédictions qui ont un score de confiance de 0,7. Donc, normalement, les prédictions, le modèle est le plus sûr que les boîtes contiennent bien des animaux. On va ici, par exemple, mettre, je sais pas moi, 0,85. Il va recalculer ça et le représenter. Ça reste toujours beaucoup, mais vous voyez que ça diminue à 13 000. Pour la visualisation, ça peut mettre un peu de temps. C'est plus rapide en local. Hein. Si vous utilisez effectivement en local, c'est plus rapide. Toutes les images sont assez grosses. Je pense à 10 mégas l'image. Donc... Bon, vous voyez que ça a quand même bien diminué. Mais là, on est dans des environnements hétérogènes. Celui-ci, par exemple, on va être moins trop positif. Là, ben, on peut ouvrir, je sais pas, moi, cette image-ci, par exemple. Donc, vous pouvez cliquer sur l'image, zoomer dessus. C'est caché par ça, mais vous pouvez décider ou non d'afficher les vérités terrain ou non. Et là, vous voyez mais donc, le label prédit 6 éléphants. C'est vrai que j'aurais dû mettre les noms. Voilà. Les vérités terrain ici en orange et le score de confiance. Par exemple, tout ça ici, BCDR négatif. Parce que c'est un élément de l'arrière-plan qui est détecté comme un éléphant, alors que ce n'en est pas, mais avec un haut score de confiance. Donc, si imaginons, on avait voulu donc, utiliser cette technique de R négative class, on aurait sélectionné ces petits échantillons pour réentraîner le modèle dessus et les classifier non pas en éléphant, mais en R négatif. Et ça, on l'a testé et ça permet de bien diminuer les faux positifs. Donc, comme je vous disais, on peut zoomer. Ça vous permet de voir aussi un peu la résolution des images sur lesquelles je travaille. Voilà. Ça, c'est l'imagerie drone. Je peux le pêcher, ça. Ouais, donc ça, c'est de l'imagerie drone. C'est pas du parfait navire, parce que là, on est un peu plus en périphérie de l'image. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléphants. Je vais retirer les prédictions. Donc, vous cliquez simplement ici sur la checkbox. Il va sûrement mettre du temps. Ah, il y a trop de prédictions légales. Donc voilà, en réalité, ici, il y a 4 éléphants normalement. Donc un juvénile, d'un deuxième juvénile et ici deux matures. Et ici, il y a correctement détecté celui-là, celui-ci, s'il y a un faux positif, il n'a pas réussi à détecter les juvéniles. Je pense, qu'est-ce qu'on sait? Ah ouais, on sait même gérer les scores ici. Ça, c'est bien. Un autre exemple, et puis je pense qu'on sera bon. Je vais peut-être montrer d'autres espèces. Normalement, on s'est sélectionné aussi. Par exemple, le 1, c'est des topies. Donc, c'est une espèce d'antilope. Ça, c'est bien aussi. Vous pouvez cliquer ici donc, sur
Vérité terrain, donc sur la petite flèche ici, et sélectionnez uniquement le label que vous voulez présenter à l'écran. Pas mal lent, hein, t'as ça aussi? C'est lent parce qu'il y a juste 2 CPU. Ah ouais. Il y a une version desktop, hein, c'est l'outil aussi, Ouais. qui est probablement mieux, plus facile à utiliser que le nôtre. Ouais, c'est même beaucoup plus rapide. Je vous conseille même de plus l'utiliser en local que sur Collab. Et ça vous génère une page web en fait. Je ne saurais pas vous montrer un exemple ici. Ah ouais, il va encore charger des trucs. Pas normal. Bon, on va ouvrir par exemple celle-ci. Là, a priori, ça marche déjà beaucoup mieux. Vous avez 144 vérités terrain et après filtre 183 prédictions. Ça change quand même assez pour la réalité. Ah, mais c'est. Ah ouais, il y a un souci là. On dirait que l'image a été flippée. Ah oui? Bah ouais, c'est bizarre. Ah ouais. Ah, ça c'est peut-être un souci de. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, c'est déflippé. C'est marrant, quoi. Ouais, c'est ça. Bizarre. Euh, ah, c'est bizarre, ça. Tout ça marchait sur les autres images. Regardez une autre. C'est la défense, ça. Ah, mais ouais, mais elles ont toutes été flippées, celles-ci. Ouais. Mais ça a l'air en plus que ces images-là de cette partie du jeu de données-là. Ouais, bref, pour pas perdre plus de temps, je pense que je vais arrêter ici, mais On peut faire peut-être une petite pause, ouais. puis on fera un autre notebook. Ouais. Je sais pas si vous avez encore des questions ou quoi avant de faire la pause. Et si n'hésitez pas à venir m'en parler si vous voulez plus d'infos sur certaines choses. Là, après, on va. Samuel va peut-être présenter un peu plus 51. Bah, en fait, tu l'as pas mal présenté, je pense. Label Me, est-ce que tu voulais le présenter? Non, moi, c'était plus ce Label Studio qui est. Label Studio, je veux dire. Qui est vraiment bien pour faire des annotations, ce que je vous conseille, parce que je vais vous montrer après, bon, c'est faire vraiment des templates, donc de pages d'annotation vraiment custom, là, où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et c'est vraiment bien, du coup, parce que vous pouvez vraiment l'appliquer à n'importe quelle situation. Et à nouveau, là, je ne vais pas vous le lancer, parce que je ne l'ai pas ici sur mon PC ici, mais il y a aussi un playground où vous pouvez jouer avec ça et tester différents fichiers de différents templates d'annotation. Je vous montrerai ça après la pause. Bon, faisons une pause de 10 minutes, puis on commencera à 11h.